La séance est ouverte. Madame la sénatrice, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les fondateurs, Monsieur le chancelier honoraire, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers lauréats, Mesdames, Messieurs. Le mécénat n'est pas une nouveauté dans la vie des académies et de l'Institut de France. C'est une tradition née il y a 350 ans, lorsque l'académicien Jean-Louis Guez de Balzac fit à l'Académie française un legs important pour récompenser l'éloquence. En 2003, la loi Ayagon a consacré le mécénat, encourageant les personnes privées et les entreprises à devenir mécènes. Pierre Messmer, alors chancelier de l'Institut de France, a voulu que l'Institut devienne le premier mécène de France et il a convaincu de nombreux donateurs de répondre à cet appel. La séance de remise des grands prix des fondations de l'Institut nous réunit désormais chaque printemps depuis 2005. Près de 3 millions d'euros sont distribués au titre des grands prix des fondations, Simone et Chino Del Duca, Charles de Forel, Le Foulon de la Lande Énergie, Christophe et Rodolphe Mérieux. C'est Pierre Messmer, alors chancelier de l'Institut, qui avait souhaité que parmi les nombreux prix remis par les fondations de l'Institut, les plus conséquents d'entre eux, qui récompensent chaque année des lauréats et des projets exceptionnels, fassent l'objet d'une séance solennelle sous la coupole. Cette cérémonie, dont M. Gabriel de Broglie et M. Xavier Darcos ont perpétué la tradition, nous donne aujourd'hui l'occasion, à travers les lauréats de ces prix, à travers la reconnaissance de leur talent et de leur engagement, d'exprimer solennellement notre immense gratitude à tous les mécènes qui, par leur générosité, nous permettent d'encourager et de soutenir en tout domaine la création, le développement des savoirs et les innovations de la recherche. Il convient également de saluer le dévouement de nos confrères des 5 académies, dont le travail au sein des jurys et la compétence permettent d'exécuter les volontés des fondateurs et d'assurer le rayonnement de cette entreprise commune. Je laisse sans plus tarder la parole à M. Xavier Darcos, chancelier de l'Institut de France. Merci, Madame le secrétaire perpétuel. Voici, Mesdames et Messieurs, d'heureuses retrouvailles. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir à nouveau sous cette coupole où nous pouvons enfin célébrer, comme il se doit, les grands prix de l'Institut au cours d'une séance solennelle après 2 années d'interruption. La tradition de couronner les lauréats des grands prix sous la coupole a dû être en effet suspendue pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. Mais, je dois le préciser avec force et satisfaction, le travail de l'Institut de France et des fondations qui l'abritent n'a pas, lui, jamais été interrompu, ni même suspendu. En 2020 et 2021, l'Institut et ceux qui y travaillent, les membres de 5 académies et nos quelques 450 agents, ensemble, tous, nous avons fait front. Jamais la lassitude n'a tourné au découragement, jamais l'adversité ne nous a fait renoncer à nos missions, à nos projets, à nos ambitions pour l'avenir. C'est un grand motif de fierté. Grâce à tous les académiciens qui siègent bénévolement dans les conseils d'administration et les jurys de nos fondations, l'Institut a rempli sa mission et il a bien travaillé. Tous les prix ont pu être remis à temps. Toutes les subventions et les aides diverses ont été attribuées, régulièrement versées aux candidats les plus méritants. C'était bien nécessaire, et peut-être plus que jamais, dans ces temps si fâcheux. Qu'il s'agisse de la philanthropie ou de l'action sociale, de la promotion de la recherche scientifique, de la défense du patrimoine, du soutien au monde de la culture, tellement éprouvé, jamais le concours de nos fondations n'a été plus utile
pour ne pas dire vitale. Les crises mettent toujours en lumière le caractère primordial et tangible d'un idéal de fraternité et de secours. D'abord dans le domaine intellectuel, littéraire, scientifique, artistique, qui est le champ habituel du domaine du travail, des académies et de l'Institut, mais aussi sur le plan du mécénat et de la philanthropie, autre versant d'une même et unique mission au service de l'intérêt général. Le décorum de l'Institut ne doit pas occulter cette réalité très concrète. Nous sommes un lieu de résistance face à la fatalité. Nous contrecarrons comme nous pouvons, de toutes nos pauvres forces, les effets de la crise. Autant dire, pour ce qui est des crises, que nous ne serons pas de sitôt désœuvrés. Car le monde d'aujourd'hui reste fécond en drames imprévus, telle cette pandémie mondiale qui nous a saisis à la gorge. Pire, nous devons revivre des tragédies dont les images hantaient notre mémoire, mais que l'on espérait ne plus voir, en tout cas en Europe, comme cette folle guerre de conquête, absurde et criminelle, que notre continent subit en ce moment même. La guerre contre l'Ukraine a suscité aussitôt une mobilisation exemplaire de toutes les fondations de l'Institut. Elles ont réagi très rapidement pour offrir de l'aide, notamment sur le plan médical et sanitaire. L'Institut de France aussi, à l'heureuse initiative de l'Académie des sciences, cher Étienne Gis et cher Antoine Trière, a tenu à accueillir dans ses murs des groupes d'enfants réfugiés et à leur offrir un soutien scolaire. C'est là un puissant symbole à mes yeux. Une fois encore, la coupole du Quai Conti a été un point de ralliement pour ceux qui font confiance au savoir, à la fraternité et à toutes les valeurs émancipatrices de la culture. Face aux dérèglements qui n'en finissent plus d'accabler la planète, le monde de demain aura besoin d'institutions stables. Au fil des siècles, la coupole a vu évidemment commencer et finir bien des crises, mais elle offre un refuge intangible, permanent, un ancrage, un secours sûr. L'Institut n'est pas seulement un monument historique au sens propre comme au sens figuré. C'est un espace de vie, de rayonnement, soucieux de servir l'actualité grâce à une expérience plus que bicentenaire. L'Institut vit lorsqu'à ses portes, elle ouvre aux artistes, aux savants, aux chercheurs, aux écrivains pour en faire des lauréats. L'Institut vit lorsqu'il accueille avec eux leurs collègues, leurs collaborateurs, leurs disciples, leurs amis, leurs enfants. L'Institut vit comme ce soir, aujourd'hui, sous cette coupole. Il est un foyer où convergent les mécènes, les fondateurs, les philanthropes, tous ceux qui sont habités par un idéal humain, tous ceux qui ont des projets humanitaires, culturels, scientifiques. L'Institut vit lorsque, pour ces séances solennelles, la garde républicaine est présente et fait retentir ses tambours pour rendre hommage aux savants, aux créateurs, aux bienfaiteurs. Car c'est bien la République, par le truchement de ses membres qui portent l'habit vert, qui vous accueille ici sous la coupole. Ces symboles rendent visible une réalité éprouvée par les siècles et plus cruciale que jamais. Car gardons en mémoire les mots de la Constitution de l'an 3 qui rédigeait notre acte de naissance en 1795. Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. La Première République, donc, qui a fondé l'Institut à la fin du siècle des Lumières, nous a confié cette mission de sauvegarde et d'anticipation. La nation attend de nous que nous remplissions avec énergie, en toute liberté et indépendance, à l'abri des vicissitudes politiques, dans le seul souci de l'intérêt général. Voici ce que nous accomplissons, fidèles à notre vocation fondamentale, aujourd'hui encore. Quelle puissante intuition
fut celle de mon prédécesseur Pierre Messmer, prolongée par celle de mon prédécesseur Gabriel Debreuil, lorsqu'ils décidèrent en 2005, pour manifester la permanence de notre devoir à accomplir, de remettre chaque année les Grands Prix sous la coupole lors d'une séance solennelle. À tous les fondateurs ici présents, je redis la gratitude de l'Institut de France et de tous ses membres. À tous les lauréats, j'adresse mes félicitations chaleureuses. Et à vous tous, mesdames et messieurs, au nom de mes confrères des 5 académies, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut de France. Le premier prix qui sera remis est le Grand Prix scientifique de la Fondation Charles de Forêt. Ce Grand Prix scientifique d'un montant de 400 000 € est remis à M. Philippe Mendels. La parole est à M. Étienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Philippe Mendels, professeur à l'Université de Paris-Saclay, dirige une équipe de recherche expérimentale sur la spectroscopie des matériaux quantiques. Le thème de recherche principal porte aujourd'hui sur les liquides de spin quantique. Nous avons tous appris à l'école primaire que la matière peut exister sous 3 états: solide, liquide, gazeux. Dans un gaz, les molécules sont très rapides et voltigent indépendamment les unes des autres. Lorsqu'on refroidit le gaz, il se liquéfie. Les molécules ralentissent et se rapprochent, mais peuvent encore se déplacer, un peu comme des billes dans un bocal qu'on peut transvaser. Si la température baisse encore, les molécules n'ont plus suffisamment d'énergie et ne peuvent plus que vibrer autour d'une position fixe. Le liquide est alors solidifié et prend souvent la forme d'un cristal, souvent très beau. Plus on s'approche du zéro absolu, moins 273,15 degrés Celsius, plus la matière se fige dans l'immobilité. Récemment, les physiciens ont mis en évidence un nouvel état de la matière. D'abord théoriquement, puis expérimentalement, les liquides de spin quantique. À de très basses températures, quelques centièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. À vrai dire, ces liquides sont des solides. Les atomes se répartissent selon une très belle géométrie qui porte le nom de kagomé, en référence à de jolis paniers qu'on voit très souvent au Japon. Mais ce ne sont pas les atomes qui donnent le caractère liquide, c'est leur magnétisation. Chaque atome possède un petit aimant qui a une certaine orientation, qu'on appelle son spin. 2 atomes voisins cherchent à faire en sorte que leurs aimantations sont orientées de manière opposée. Mais la géométrie kagomé rend ces contraintes incompatibles. Les physiciens parlent de frustration. Alors les spins ne parviennent pas à s'organiser et à se caler dans une position géométrique fixe. Ils coulent comme un liquide, même si la température est proche du zéro absolu. Voilà pour les liquides de spin, mais je dois encore vous expliquer le mot quantique. À ces températures, l'intuition nous lâche. Et il faut en effet faire appel à la physique quantique. Vous savez, cette physique dans laquelle un chat peut être à la fois vivant et mort dans une superposition de 2 états. Dans le cas des liquides de spin, c'est en effet ce qui se passe. Les spins ne coulent pas comme un liquide, ils sont dans une superposition d'un grand nombre d'états de même énergie. Alors pourquoi ces recherches ? Il faudrait bien sûr évoquer les applications concrètes, même si elles sont encore un peu lointaines, comme par exemple
les ordinateurs quantiques du futur. Mais on peut, plus sérieusement, rappeler que ces recherches sur la nature intime de la matière ont toujours conduit la science. Depuis les éléments d'Aristote, les atomes de Démocrite, les molécules de Dalton, le modèle planétaire de Rutherford, les orbitales de Schrödinger, le spin de Dirac, l'antiferromagnétisme de Liouville et tant d'autres. Philippe Mendels appartient à cette lignée. Il est à la pointe du développement des nouvelles techniques de spectroscopie de la matière condensée. Et il a recruté au cours du temps plusieurs autres chercheurs de talent, plus jeunes, dont un professeur, une maître de conférence, une directrice de recherche, dont on m'a dit qu'ils sont quelque part dans l'assistance, et qui constituent les membres permanents de cette équipe. L'attribution du prix Charles Desforêts à Philippe Mendels et à son équipe honore des travaux reconnus internationalement et représentatifs du meilleur de la physique expérimentale dans le domaine des matériaux quantiques. Félicitations. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Il est parti. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette allocution. J'invite monsieur Philippe Mendels à rejoindre monsieur Étienne Gis, ici, pour recevoir son diplôme et sa médaille. Mais oui. Mais oui. Si vous vous sauvez. C'est fait. Bravo, bravo encore. Excusez-moi, c'était pas très élégant, mais il fallait bien que je vous rattrape. Vous avez bien raison. Merci beaucoup. Le Grand Prix sociétal de la Fondation Charles Desforêts, doté de 100 000 € et remis à l'association TOT, représentée par sa cofondatrice et administratrice, Madame Jennifer Leblond. La parole est à Monsieur Daniel Rouen, membre de l'Académie des sciences. Alors, bien sûr, pour cette présentation, je ne peux pas prétendre rivaliser avec ce que Barbara Cassin, qui était notre présidente de jury, aurait pu nous dire avec sa remarquable sensibilité. Donc, vous le pardonnerez par l'avance au simple astrophysicien que je suis. Alors, je commencerai par dire que le jury a été une nouvelle fois confronté à des choix qui étaient vraiment très délicats, tant les 14 dossiers examinés étaient d'une vraiment grande richesse et tous en parfaite adéquation avec les critères d'attribution donc, du Grand Prix sociétal Charles Desforêts. Je rappelle ces critères. Le prix est destiné à récompenser une personne morale pour l'ensemble de son action développée en France, dans lequel l'accès à la langue et à la culture française joue un rôle d'intégration ou de lutte contre l'exclusion, qu'il s'agisse d'une organisation française ou étrangère. Alors, en dépit de cette pluralité, donc de ces très belles actions que nous avons vues, des qualités propres à chaque candidature, des enthousiasmes particuliers liés à sa sensibilité que chacun des membres du jury a pu ressentir pour tel ou tel dossier, c'est dès le deuxième tour de table que le jury a désigné à l'unanimité l'association TOT comme son premier choix pour ce prix sociétal de la Fondation Charles Desforêts, choix qui a été validé par le conseil d'administration de la Fondation. Alors, l'association TOT, qui veut dire donc transmettre un horizon à tous, base son action sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et dispense un message où la connaissance, la langue, les arts et les sciences
sont honorés et brandis comme autant de remparts à l'intolérance, l'obscurantisme et les préjugés. L'association TOT est plus spécifiquement donc une école diplômante de français pour les personnes exilées n'ayant jamais été diplômées, peu ou pas alphabétisées. L'objectif de l'association est d'accompagner des personnes très éloignées de l'emploi depuis leur accueil jusqu'à leur première rencontre avec un employeur en leur donnant un solide bagage linguistique. Les niveaux des classes vont de l'alphabétisation jusqu'à A2. Alors j'ai découvert, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la classification européenne, je précise que A2 correspond à être en mesure de comprendre l'essentiel d'une conversation concernant des thématiques familières et simples comme la famille, le travail ou la vie quotidienne. Les diplômes qu'elle dispense sont valables à vie et sont reconnus internationalement. L'association ne s'arrête pas à ses actions linguistiques, de formation linguistique, mais elle propose aussi plusieurs types de soutien. Un programme culturel avec des ateliers artistiques et des ateliers de français orientés vers le monde du travail et des sorties culturelles, mais également des permanences sociales, juridiques, psychothérapeutiques et d'orientation professionnelle en lien avec un réseau de partenaires permettant de traiter toutes les problématiques rencontrées au quotidien par les étudiants. Également, au travers de partenariats avec des structures accompagnant les femmes, TOT facilite pour les femmes exilées l'accès à son dispositif. Et puis, il y a aussi des actions ciblées, comme par exemple un programme d'apprentissage du français pour des femmes journalistes et militantes des droits humains évacuées de Kaboul en août dernier. Alors, on notera que l'association bénéficie déjà d'une belle reconnaissance, et elle a été par exemple reçue à l'Élysée en 2016. Elle entretient des liens forts avec notre confrère Éric Orsena et a profité des gains de vente d'œuvres artistiques contemporaines au Palais de Tokyo grâce à Chantal Crousel, une galériste de renommée mondiale. Alors, la dotation du Grand Prix sociétal permettra à l'association, d'une part, de pérenniser l'accueil au sein de son dispositif des deux publics les plus précaires de l'école, le public francophone, non lecteur, non scripteur, et les personnes non alphabétisées qui sont les plus éloignées de l'emploi. De plus, la classe francophone non lecteur, non scripteur a pour objectif de toucher un plus grand nombre de femmes exilées qui sont souvent plus isolées ou invisibilisées. Enfin, le Grand Prix permettra d'atteindre davantage de bénéficiaires en explorant l'essaimage dans d'autres villes de France, d'abord à un niveau interrégional, puis national. Donc, bravo à l'association Transmettre un horizon à tous pour l'ensemble de ses accomplissements, pour ce beau succès qu'est l'attribution du prix sociétal Charles Desforêts, qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Et donc, j'invite, je pense, Jennifer Leblond à venir. Merci, chers confrères, pour cette allocution. J'invite maintenant Madame Jennifer Leblanc à rejoindre Monsieur Rouen au pupitre pour y recevoir son diplôme et sa médaille.
Le Grand Prix culturel de la Fondation Charles de Forêt, doté de 100 000 € est remis à l'association Les Amis d'Absalou, représentée par son président, M. Stéphane Clavel. L'honneur me revient de présenter ce prix. Le Grand Prix culturel de la Fondation Charles de Forêt doit son orientation à Pierre Messmer, qui était lors de sa création chancelier de l'Institut. Il s'était attaché à en définir l'esprit et les conditions d'attribution. Ce prix devait contribuer à promouvoir la langue et la culture française dans le monde, et compte tenu de l'ampleur de cette ambition, il devait être décerné à un projet collectif porté par un groupe ou une personne morale. Permettez-moi de citer, pour être plus clair, 2 exemples significatifs des choix du jury. Ce prix a permis de créer une chaire d'anthropologie interculturelle à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous voyez la signification de ce prix. Il a aussi été attribué, lorsqu'Haïti a été détruite par un terrible tremblement de terre, à une association qui allait œuvrer à reconstruire les bibliothèques scolaires et universitaires. Cette année, le jury a retenu un projet présenté par une association estonienne, les Amis d'Absalou. L'Estonie n'est pas très connue de nos compatriotes, comme tout le monde baltique en général, peut-être à cause de sa géographie. C'est un pays de 43 000 ou 45 000 km² et un peu moins d'1,5 million d'habitants, mais c'est un pays remarquable par son histoire et sa vie culturelle. L'université de Tallinn jouit d'un prestige immense dans le monde. Il en est de même de l'Académie des sciences d'Estonie, qui est très active. Le français est porté dans ce pays, comme il l'est dans tout le monde balte, par des amoureux de cette langue et par des institutions françaises, l'Institut français et les Alliances françaises, mais il ne vient qu'en 4e position pour l'enseignement des langues étrangères, alors que de nombreux Estoniens aspirent à l'étudier. Le projet couronné cette année répond donc à un désir manifesté par la société estonienne de s'ouvrir davantage à la langue française. Et il repose sur 2 piliers, l'enseignement du français et les manifestations culturelles francophones. L'association, distinguée par le prix Charles de Forêt, a été créée en 2012. Elle a pour vocation de développer la connaissance de la langue française dans toute l'Estonie. C'est une association qui est le témoignage d'une passion désintéressée pour la langue et la culture française, car elle est animée par, et elle ne fonctionne que grâce à des bénévoles et à des francophones d'Estonie qui les aident. Grâce à ces bonnes volontés, cette association a pu, depuis sa création, organiser de nombreuses rencontres, conférences, expositions. En 2016, elle est passée au stade pédagogique, en organisant des cours de français, en majorité destinés aux enfants, mais aussi parfois aux adultes. Et à ce titre, en février de cette année, elle a cofondé avec l'Université de Tallinn l'Association des professeurs de français d'Estonie, afin que le corps enseignant francophone puisse trouver une place active dans l'ensemble des professeurs de langues étrangères et être ainsi plus visible. L'objectif de l'association est de porter le français actuellement proposé comme 4e langue, je l'ai dit, dans l'enseignement, après l'anglais, le russe et l'allemand, en 2e position. Fort de ce succès, l'association récompensée organise pour 2023 les Olympiades interbaltiques de français. Ces Olympiades existaient déjà au niveau national, mais maintenant, en faisant un projet interbaltique auquel se joindront en 2025 la Suède et la Pologne, l'association attire vers le français un nombre croissant d'élèves et mobilise à cette fin les institutions françaises, ce qui lui donne un élan nouveau. Pour développer l'enseignement du français, elle propose désormais aux professeurs des journées de formation, ce qui facilite les rencontres entre eux et les échanges d'expériences. Elle organise cette année un concours autour de Molière, puisque c'est son 4e centenaire, concours auquel de nombreux professeurs francophones participent. Enfin, elle offre aux francophones ou aux curieux de la langue française et à tous ceux qui veulent la soutenir, c'est-à-dire les éventuels mécènes, un lieu d'échange, le café culturel et associatif d'Absalou, qui a ouvert ses portes en 2018. Depuis lors, et malgré la pandémie, ce café culturel propose des programmes très variés. C'est un lieu de rencontre, de sociabilité, et tous les francophones s'y précipitent. Ce café est au fond un lieu de représentation vivante de la vie et des coutumes françaises,
On y parle de culture, de langue, mais aussi de gastronomie qui est largement représentée. La ville d'Absalou et l'Institut français sont partenaires des activités de cette association, mais celle-ci, après en avoir eu l'initiative, reste l'acteur principal. Elle invente sans cesse de nouveaux projets et elle fédère toujours davantage de communautés. Donc pour faire durer et développer cette belle entreprise qui repose, je le rappelle, sur la bonne volonté de gens totalement désintéressés, pas de professionnels. Elle est considérée en Estonie comme une véritable ambassade, ou la seconde ambassade de France, l'ambassade de la langue française, et même elle a ce statut dans tout l'univers baltique. Les bonnes volontés sont primordiales pour cela, mais leurs efforts doivent être soutenus. Il faut les compléter par d'autres moyens, sinon ils ne pourront pas continuer ou aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de répondre aux vœux du président Senghor qui parlait toujours d'aider le rêve de la langue française, le Grand Prix culturel Charles de Forêt est la réponse que nous apportons aux efforts de cette association et nous répondons aussi à l'appel du président Senghor. Monsieur Clavel, je vous invite à venir me rejoindre pour que je vous remette votre prix et votre médaille. Pardon. Le Grand Prix humanitaire de la Fondation Charles de Forêt, doté de 100 000 € est remis à l'association aux captifs La Libération, représentée par son directeur général, M. Thierry Deslauriers. La parole est à M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Créé en 1981 par Patrick Giros, prêtre du diocèse de Paris, et agréée par les pouvoirs publics, l'association aux captifs La Libération est implantée à Paris et dans plusieurs villes de France. Elle vient en aide aux personnes exclues, personnes sans domicile fixe, personnes victimes d'exploitation sexuelle, migrants, jeunes en errance, victimes de la drogue ou de l'alcool. Depuis 40 ans, donc, les équipes de l'association vont à la rencontre de ces personnes dans la rue, nouent avec elles une relation par un dialogue de personne à personne, dans la durée et dans la fidélité. Elle les accueille de manière inconditionnelle au sein des différentes antennes et les accompagne dans la construction d'un nouveau projet de vie, lequel tient compte de l'intégralité de la personne dans toutes ses dimensions somatiques, psychologiques, intellectuelles, culturelles, existentielle, spirituelle. Reconnue par les pouvoirs publics, par de nombreux partenaires privés et soutenue par une communauté de donateurs, les actions de l'association se déploient à Paris et en région, à Lyon, Bordeaux, Nîmes. Aux captifs La Libération développe des projets innovants, colocation solidaire entre jeunes bénévoles et personnes en sortie de rue, accompagnement en addictologie des personnes ayant des consommations d'alcool à risque, tournée rue vers des publics en souffrance psychiatrique dans les gares, ateliers d'insertion pour les personnes sans papier en sortie de prostitution, couture et bâtiment, et parcours global de sortie de l'exploitation sexuelle. Pendant la période de la pandémie, de nombreuses personnes en situation de prostitution contrainte se sont tournées vers les captifs afin de se libérer de cette activité. Femmes nigérianes rencontrées au Bois de Vincennes et à Paris ou femmes transgenres originaires d'Amérique latine rencontrées au Bois de Boulogne
toutes sont victimes d'exploitation sexuelle. Plus de 36 personnes ont ainsi fait appel au captif en juin 2020, après le premier confinement, et les demandes ont continué par la suite. D'une part, l'absence de revenus provoquée par les confinements et les couvre-feux ont accentué leur précarité financière. D'autre part, elles ont pris conscience, avec l'arrêt forcé de leur activité, qu'une autre vie était possible. Elles entrevoient désormais une porte de sortie et un nouvel horizon, et les captifs les accompagnent dans la quête de ce nouvel horizon. Avec les parcours de sortie de prostitution, encadrés par la préfecture et la région Île-de-France, les captifs ont déjà permis à 13 femmes de quitter cette situation. En entrant en PSP, parcours de sortie de prostitution, les femmes s'engagent à cesser toute activité prostitutionnelle. Elles sont accompagnées de manière intensive vers l'emploi et l'hébergement, reçoivent une allocation financière et, au bout de 2 ans, une autorisation provisoire de séjour renouvelable. Aux captifs offrent également à ces femmes des activités essentielles à leur reconstruction, art-thérapie, groupe de parole, verbalisation des traumatismes, expression par la danse, couture, socio-esthétique, psychomotricité, atelier informatique, cours de français. Aujourd'hui, 26 femmes attendent d'entrer dans ce parcours en raison d'un manque de moyens humains. À l'aide du recrutement d'un travailleur social, 8 personnes supplémentaires par an pourront être accompagnées. Pour ce projet exceptionnel, qui s'inscrit dans l'esprit qui a présidé il y a 40 ans à la création de cette association, au nom de l'Institut de France, je suis heureux de remettre le Grand Prix humanitaire 2022 de la Fondation Charles de Forêt à cette association aux captifs La Libération. Recevez toutes nos félicitations pour votre engagement auprès des plus vulnérables et nos encouragements pour la poursuite de votre action. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette allocution. J'invite Monsieur Thierry Deslauriers à rejoindre Monsieur Robert Pitt au pupitre pour recevoir sa médaille et son diplôme. Le prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, doté de 500 000 € est remis à Monsieur Joseph Camneau. La parole est à Monsieur Philippe Sansonetti, membre de l'Académie des sciences. Merci Madame la secrétaire perpétuelle. Le professeur Joseph Camneau est un spécialiste mondialement reconnu des infections négligées dans les régions tropicales. Il s'intéresse en particulier aux filarioses et plus précisément à l'onchocercose et à l'aloase. Je simplifie, ces parasitoses consistent à 2 vers qui parasitent un organisme et ces vers en permanence pondent, produisent ce qu'on appelle des microfilaires. Ces microfilaires, par millions, vont se localiser dans des organes et y créer des lésions, parfois dramatiques, dans le cas de l'onchocercose en particulier, cause des cécités par destruction oculaire. C'est la première cause de cécité en Afrique. Le professeur Joseph Camneau est docteur en médecine de l'université de Yaoundé, il est donc camerounais, il est docteur en sciences de santé publique de l'université Pierre et Marie Curie. Il est actuellement professeur et chef du département de santé publique de l'hôpital de Yaoundé. Il a créé et dirige le centre de recherche sur les filarioses et d'autres pathologies tropicales, qui est, comme on le verra, un centre extrêmement important en Afrique pour soutenir les campagnes d'éradication en cours contre l'onchocercose. Enfin, il est membre de l'Académie des sciences camerounaise. Alors, le prix Christophe Mérieux reconnaît des personnalités de haut niveau
pour, au fond, des contributions à la fois fondamentales, mais aussi pratiques, appliquées, c'est-à-dire dans la compréhension et le contrôle des maladies sévères qui affectent certaines régions tropicales, ici, bien entendu, l'Afrique intertropicale. Son conseil scientifique, je dirais presque exige que cette personnalité effectue l'essentiel de son travail en région d'endémie, et elle émet finalement 3 grands critères. Le premier, c'est celui de l'excellence scientifique, de sa reconnaissance internationale. Le deuxième, c'est le bénéfice que finalement retrouvent des populations à la mise en place des outils et des concepts qui sont conçus par ces scientifiques. Et la troisième, c'est bien entendu la formation de jeunes médecins, de jeunes scientifiques, de techniciens, techniciennes, qui vont assurer cette transition, comme on dit maintenant, de la paillasse au chevet du malade. Donc, le professeur Joseph Cagno, et on s'en est aperçu très rapidement, répondait tout à fait brillamment à l'ensemble de ces critères. Son travail scientifique a été extrêmement important dans la meilleure compréhension de la physiopathologie, des mécanismes de ces maladies, en particulier de l'onchocercose et de la loase, en particulier de l'interaction des microfilaires avec les organes. Et à partir de ces observations et de cette compréhension, il a pu surtout développer des tests thérapeutiques très importants dans le suivi et l'orientation des campagnes d'éradication de l'onchocercose et de la loase, encore une fois, dans ces régions d'Afrique tropicale. Pour prendre un exemple de l'application de cette étude physiopathologique, il a mis au point un test extrêmement important et très original et technologiquement très avancé qui s'appelle test and not treat. Si une personne est trop lourdement chargée, comme on dit vulgairement en parasitologie, en microfilaire, le traitement par l'ivermectine, qui est la seule drogue ou une des seules drogues utilisables pour cette campagne d'éradication, va donner lieu, par cette lyse massive de ces filaires, à des complications, et en particulier des encéphalopathies, des complications cérébrales graves. Donc le test mis au point par le professeur Joseph Cagno consiste à prendre une goutte de sang, à la faire passer sous un microscope, si je puis dire, l'ensemble étant sous forme microfluidique et informatisée, et c'est rouge, c'est orange, c'est vert, on sait si on peut ou si on ne peut pas traiter le patient. C'est ce qu'on appelle ces tests point of care au lit du malade, et c'est le type, au fond, de production et de conceptualisation qu'a réussi le professeur Cagno, qui a d'ailleurs publié cet article dans le New England Journal of Medicine. Donc, tout ça est très important, mais il ne faut pas oublier ce centre de recherche sur les filarioses et sur les maladies tropicales, où il forme de façon vraiment infatigablement des chercheurs, et ces chercheurs, au fond, vont faire de ce centre un des piliers qui est maintenant internationalement reconnu de ces campagnes d'éradication en cours des filarioses, et en particulier de l'onchocercose et de la loase. C'est donc tous ces critères qui ont fait que notre conseil scientifique, au fond, présente son admiration et ses félicitations pour ce programme, pour ce travail au professeur Joseph Cagno, et je suis ravi d'avoir l'occasion de lui remettre ce prix cette année. Et comme ce prix est... Chers confrères, pour cette allocution, j'invite M. Philippe Sansonetti à rejoindre M. Joseph Cagno à rejoindre M. Philippe Sansonetti pour y recevoir son diplôme et sa médaille.
grand prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande, doté de 600 000 € est remis à M. Jean-Louis Mas. La parole est à Mme Margaret Buckingham, membre de l'Académie des sciences. Merci. Le prix international Le Foulon de la Lande récompense les chercheurs et cliniciens qui ont apporté une contribution importante en physiologie, biologie ou médecine cardiovasculaire. Cette année, le lauréat est Jean-Louis Mas pour ses contributions majeures à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, AVC, et surtout son travail innovant sur la cause des AVC chez les jeunes adultes. Il est professeur de neurologie à l'Université Paris-Descartes depuis 1989, exerçant à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où il dirige le service de neurologie et l'unité AVC depuis 1995. Il est membre de l'Académie française de médecine, a été président des sociétés françaises de neurologie et neurovasculaire et de la Fondation pour la recherche sur les AVC, et il a assuré des fonctions dans les organisations internationales aussi sur ce sujet. En collaboration avec des cardiologues, il a démontré que les jeunes patients victimes d'un AVC ischémique inattendu, c'est les gens qui n'ont aucune raison d'avoir un AVC, ont fréquemment une communication entre les deux oreillettes du cœur. Donc, il y a un problème cardiaque qui sous-tend cette apparition inattendue de AVC. Cette communication est connue sous le nom de foramen ovale perméable, FOP. Ceci entraîne un risque de caillots sanguins passant dans le ventricule gauche, où ils sont expulsés dans le corps, avec des conséquences particulièrement graves pour le cerveau, dans lequel ils peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Le FOP qui existe dans le fœtus, on a tous cette communication avant la naissance, est normalement fermé à la naissance. Mais dans ces cas particuliers de jeunes personnes, ça s'est jamais fermé et donc ils sont à risque pour les accidents vasculaires cérébraux. En outre, il a poursuivi en montrant que le facteur de risque était accru chez les patients qui avaient un anévrisme septal auriculaire, un autre problème cardiaque, ainsi qu'un FOP. Ces conclusions, liant ces anomalies cardiaques à l'AVC, ont maintenant été confirmées par de nombreuses autres études indiquant que le FOP peut élucider une grande partie des AVC ischémiques inexpliqués. Donc au début, comme vous pouvez imaginer, ce n'était pas évident qu'un problème cardiaque pouvait provoquer un AVC dans le cerveau, mais maintenant, dans le monde entier, cet lien est reconnu. Il a ensuite étudié dans l'essai clinique appelé CLOSE si la fermeture du FOP pouvait réduire le risque d'AVC récurrent et a montré que c'était effectivement le cas. Donc, en intervenant sur le cœur, on pouvait éviter que la jeune personne était à risque pour un autre AVC, qui pouvait être bien sûr mortel. Son nominateur, Peter Rothwell, professeur de neurologie à l'Université d'Oxford, conclut que la reconnaissance de l'importance du FOP, de cette anomalie cardiaque, dans l'étiologie de l'AVC ischémique et les démonstrations que d'autres AVC peuvent être évités par la fermeture du FOP sont largement considérés comme l'un des développements les plus importants en médecine pour les accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est pour cette raison que notre comité a décidé d'honorer Jean-Louis Mas avec le prix. Donc, Merci, chers consoeurs, pour cette allocution. J'invite M. Jean-Louis Mas à rejoindre Mme Margaret Buckingham au pupitre pour y recevoir son diplôme et la médaille qui l'accompagne.
Le grand prix scientifique de la Fondation Énergie, doté de 150 000 €, est cette année divisé en deux. Il sera d'abord remis à Madame Julia Fuchs, puis à Madame Olga Corti et à Monsieur Jean-Christophe Corvol. La parole est à Monsieur Yves Agide, membre de l'Académie des sciences. Merci. Cette année, le prix Énergie était consacré à la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que ça veut dire, physiopathologie? Ça veut dire simplement essayer d'identifier les mécanismes intimes, les mécanismes biologiques qui sont à l'origine de cette affection. Vous savez certainement, la maladie de Parkinson, c'est quand même un très très gros problème de santé publique, non seulement parce qu'il y a 150 000 personnes qui sont atteintes de cette affection en France, par exemple, mais aussi parce qu'il n'y a pas de traitement curatif. On sait soigner, on sait soulager les symptômes, mais on ne sait pas ralentir et encore moins stopper l'évolution de cette maladie. D'où l'importance d'essayer de comprendre les mécanismes intimes au sein du cerveau et avec l'idée de trouver des médicaments qui vont enfin nous débarrasser de cette maladie neurodégénérative, prise pour type de description. Alors, cette année, nous avions beaucoup de candidats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en France, la recherche sur la maladie de Parkinson est extrêmement performante, figurez-vous. Extrêmement performante, et c'est pour ça que, au fond, le jury a eu le bonheur d'examiner des dossiers scientifiques de très très grande qualité qui rendaient le choix difficile. Et ce jury a pris des risques. Au lieu de couronner un candidat senior, très avancé dans la recherche, très reconnu au plan international, par exemple, il a pris le risque de récompenser deux jeunes chercheurs, enfin vous allez voir, ils sont trois, enfin. Et c'est-à-dire, au fond, de récompenser des équipes qui sont prometteuses pour l'avenir. Alors de qui s'agit-il? Ils sont là. Madame Julia Fuchs, d'un côté, Madame Olga Corti et Monsieur Jean-Christophe Corvol de l'autre. Commençons par Julia. Julia Fuchs travaille au Collège de France. Sa recherche est consacrée à l'étude du chromosome, au fond, du génome, c'est-à-dire l'ADN, et d'une partie de l'ADN qui était considérée comme inutile, figurez-vous. On l'appelait l'ADN poubelle. Mais cet ADN poubelle, on s'est aperçu qu'en réalité, ça représentait la moitié du génome, la moitié. Et non seulement c'était quantitativement très important, mais en plus, cette partie du génome joue un rôle très important pour réguler les autres gènes qui sont à l'origine de la production des protéines. Vous savez ce que c'est que les protéines? En fait, c'est l'origine du vivant, les protéines. Et plus particulièrement, cette femme s'est intéressée à une famille de cette partie du gène qu'on appelle des gènes transposables ou des transposons, c'est-à-dire que ce sont des petites parties de l'ADN qui se déplacent sur l'ADN, qui se baladent sur l'ADN et qui vont jouer un rôle très important pour activer ou pour inhiber la production d'autres gènes, donc de protéines. Et l'originalité du travail de Julia Fuchs a été de mettre en évidence une famille de ces éléments transposables, si vous voulez, ces transposons, qui jouent un rôle considérable, qui contribuent pratiquement à la genèse du processus neurodégénératif dans la maladie de Parkinson. Alors vous me direz, il y a eu beaucoup de travaux de biologie cellulaire sur la maladie de Parkinson, pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Eh bien, tout simplement parce que voilà, à ma connaissance, une façon très originale d'aborder enfin, de manière tout à fait différente,
la pathogénèse de cette maladie, avec l'idée, évidemment, de trouver des cibles thérapeutiques. Donc, moi, je suis très content de ce choix pour vous. Alors, notre difficulté, c'est qu'il y avait une autre équipe qui était très bonne. C'est l'autre, là, c'est les deux, là. Et ils sont très bons. Et c'est un couple. C'est un couple, attention, médico-scientifique seulement. Mais c'est un couple avec un neurologue, Jean-Christophe Corvol, jeune neurologue, qui dirige, tenez-vous bien maintenant, le département de neurologie de l'hôpital de la Salpêtrière, et d'Olga Corti, qui est une neurobiologiste de grand talent. Et tous les deux ont une équipe qu'ils dirigent à deux au sein de l'Institut du cerveau à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Depuis de nombreuses années, ils ont identifié plusieurs voies métaboliques contribuant au phénomène de neurodégénérescence. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la neurodégénérescence. C'est un peu comme le vieillissement, c'est plus rapide. C'est plus rapide, c'est sélectif. Dans la maladie de Parkinson, tout le cerveau ne dégénère pas, c'est seulement quelques circuits neuraux qui dégénèrent de manière préférentielle. Et plus particulièrement, récemment, ils ont identifié plusieurs voies métaboliques convergentes dans un modèle très particulier de la maladie de Parkinson, qui est une forme familiale de cette maladie. C'est un concept d'ailleurs qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, il y a des maladies de Parkinson. Et vous comprenez l'importance de ce travail, parce que s'ils arrivent au bout, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout, eh bien, on a réellement l'espoir de trouver une ou plusieurs cibles thérapeutiques pour enfin essayer de ralentir l'évolution de cette maladie neurodégénérative, prise pour type de description, entre parenthèses, parce que ce qui a été trouvé par l'une et l'autre équipe peut peut-être être transposé dans les principes, dans la conception, pour d'autres maladies neurodégénératives. Et c'est pour ça que, au nom des membres du jury, je voudrais vous saluer, vous féliciter, tous les deux, en fait, tous les trois. Chers confrères, merci pour cette allocution. J'invite à présent Madame Julia Fuchs à rejoindre Monsieur Yves Agide au pupitre pour y recevoir son diplôme et sa médaille. J'invite maintenant Madame Olga Corti et Monsieur Jean-Christophe Corvol à rejoindre Monsieur Yves Agide au pupitre pour recevoir leur diplôme et leur médaille. Le Grand Prix scientifique de la Fondation Simone et Cino Del Duca, doté de 275 000 €, est remis à Monsieur Bruno Canard. La parole est à Monsieur Antoine Triller, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Relever le défi des thérapies virales contre les virus émergents, tel est le titre du projet de recherche de Bruno Canard, qui est directeur de recherche au CNRS
et responsable de l'équipe réplication virale, structure, mécanisme et conception de médicaments, sur le campus de Lumini, dans le sud de Marseille. L'intitulé même de son projet souligne 2 points fondamentaux auxquels le genre humain est et sera de plus en plus confronté, les épidémies, en particulier celles liées à des pathologies virales, et les traitements qui pourront y être apportés. En effet, les bouleversements écosystémiques, combinés aux mouvements de population, nous réservent des surprises médicales désagréables. On sait qu'elles vont arriver, mais prévoir n'est pas aisé. Bruno Canard a effectué sa thèse à l'Institut Pasteur avec Stewart Cole, qui en est l'actuel directeur, puis un postdoc à Harvard. Depuis 1998, date de son retour, il étudie la structure et la fonction des enzymes impliquées dans les fonctions virales essentielles, comme la réplication et l'encapsulation de l'ARN messager, et l'utilisation de ces enzymes comme cible pour des médicaments antiviraux. Les travaux réalisés dans son laboratoire ont largement contribué à la compréhension du VIH. En 2002, Bruno Canard a apporté une contribution importante, pour ne pas dire fondamentale, dans le domaine de la recherche antivirale, lorsqu'il a publié la première analyse de la structure et de la fonction d'une enzyme particulière d'un virus ARN messager. Il s'agissait du virus de la dengue. Il a, lors de cette recherche, mis en évidence la conservation des éléments du site actif de l'enzyme, non seulement pour ce virus, mais également pour le coronavirus, pour les coronavirus. Ces résultats obtenus au moment de l'apparition du syndrome respiratoire aigu sévère, le SARS, ont non seulement stimulé la recherche sur le virus de la dengue et du virus du Nil occidental, mais ont également ouvert un nouveau champ prometteur pour la recherche contre certains virus émergents. En tant que coordinateur d'un projet européen, Bruno Canard a projeté sa vision de l'innovation à l'interface des disciplines en rassemblant 25 partenaires de 12 pays pour aborder le concept difficile d'anticipation scientifique. Ce consortium avait pour objectif de fournir des données structurales sur de nouvelles cibles potentielles pour le développement de médicaments antiviraux en se concentrant sur un nombre limité de protéines impliquées dans la réplication virale. Bruno Canard est devenu un très grand spécialiste sur le plan international de l'enzymologie moléculaire des virus ARN. Il est reconnu comme l'un des meilleurs connaisseurs de la machinerie des coronavirus. Au-delà de son expertise de biologie structurale sur les enzymes des virus, Bruno Canard a su construire, depuis une dizaine d'années, une équipe pluridisciplinaire intégrant des biologistes, des chimistes et des spécialistes des structures moléculaires. Dans la continuité de ses recherches, il mène actuellement un projet sur la mise au point de nouveaux analogues de nucléotides, ayant compris au niveau moléculaire toutes les failles et défauts présentés par les nucléotides développés comme antiviraux dirigés contre les rétrovirus. Sa connaissance des enzymes du coronavirus et de la Covid-19 lui permet d'établir des relations structure-activité à un niveau qui n'avait pas été atteint jusqu'à présent. La discipline de Bruno Canard, l'enzymologie moléculaire, est maintenant en grande partie, grâce à lui, un élément de ce continuum essentiel pour la création de médicaments chimiques, la chimie thérapeutique, qui va de la biochimie structurale à la pharmacologie, en passant par la biologie. Avec les nouveaux vaccins, les médicaments chimiques sont des outils thérapeutiques indispensables dont nous avons besoin pour lutter non seulement contre les maladies émergentes, mais également pour renforcer nos armes contre les maladies infectieuses actuelles, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Bruno Canard, nous sommes heureux de vous remettre le prix de la Fondation Del Duca. Nous comptons sur vous. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci pour cette allocution. J'invite Monsieur Bruno Canard à rejoindre Monsieur Triller au pupitre pour y recevoir son diplôme et la médaille.
Grand prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca, doté de 250 000 € est remis à la mission archéologique française à Petra, représentée par M. Laurent Tolbec. La parole est à M. Nicolas Grimal, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle, ce n'est que 150 000 €. Cher Laurent Tolbec, vous êtes incontestablement le grand spécialiste de l'archéologie nabatéenne. Votre thèse consacrée au temple nabatéen, chronologie, architecture et religion, étude des origines, des modèles, de l'évolution des sanctuaires en milieu sémitique. Oui, les archéologues ont toujours des titres très longs. Qui a été brillamment soutenu à Louvain-la-Neuve et publié en 2004, vous a installé définitivement dans cette spécialité que vous avez choisie, l'architecture religieuse du Proche-Orient hellénistique et romain, que vous avez enseignée à l'Université de Laval et désormais à l'Université libre de Bruxelles. Enseignant réputé, savant prolifique, la bibliographie que vous joignez à vos dossiers, que ce soit celui du prix Del Duca ou ceux que la Commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères examine chaque année, est toujours présentée de façon à mettre en valeur vos collègues et collaborateurs. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que vous y êtes omniprésent. Car c'est une de vos grandes qualités. Non seulement vous êtes un grand savant, mais vous êtes un maître d'œuvre modeste. Archéologue de terrain, essentiellement de la Syrie à la Jordanie, vous êtes depuis plus de 20 ans Our Man in Petra, si vous me permettez cette libre adaptation de Graham Greene. Vous poursuivez, site après site, l'analyse de la géographie religieuse de cette capitale unique au monde. Ça a été la chapelle d'Obodas, longue fouille de 2002 à 2013, le Jabal Numair en 2010, le Jabal Kupta de 2012 à 2019, le Khirbet Brak en 2018, le sanctuaire périurbain de Khirbet Sabra de 2018 à 2022. Depuis 2016, vous dirigez la mission archéologique française de Petra, en collaboration avec la mission archéologique belge de l'Université libre de Bruxelles. La grande qualité de ce projet, soutenu par la Commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a déjà, à 3 reprises, été distinguée par le label archéologie de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, devant laquelle vous avez d'ailleurs brillamment exposé vos travaux en 2016. Le programme que vous avez déposé pour ce prix s'attache à étudier la façon dont les Romains ont reconfiguré à leur profit, après l'annexion de 106 après Jésus-Christ, le secteur du Castle Bint, lieu de culte dynastique, lieu hautement symbolique du pouvoir, dont nous avons tous en tête la magistrale étude publiée en 2006 par François Larcher en collaboration avec Fawzi Zaheddine et Jacqueline Denzer-Feydi. Mais ne seriez-vous pas aussi le plus français des Belges? Depuis un quart de siècle, vous êtes lié à l'UMR Arscan du CNRS. Vous êtes également un ancien de l'antenne d'Amman, de l'Institut français du Proche-Orient, un ancien de l'équipe de notre si cher confrère Jean-Marie Denzer, qui, hélas, nous a quittés. Il serait fier de vous voir aujourd'hui comme le sont Jacqueline Feydi, Anne-Marie Guimier-Sorbet ou François Larcher, qui sont eux, comme vous-même, les dignes continuateurs de la désormais longue tradition qui lie notre compagnie à la Jordanie et plus particulièrement à Petra. Une belle lignée qui va du Corpus Inscriptionum Semiticaum, créé par Ernest Renan, aux études de terrain relancées il y a plus de 40 ans par Jean-Marie Denzer. Cher Laurent Tolbec, je viens de rappeler des noms qui nous sont chers à tous deux, des collègues que Jean-Marie Denzer a su rassembler autour de lui et qui, pour certains, assistent avec nous à cette belle cérémonie. Il vous a appelé, vous, car il vous voyait avec raison comme son brillant successeur. Vous prouvez magistralement à quel point il a vu juste. Je n'en ai que plus d'émotion et de plaisir à vous remettre ce prix, le plus élevé de l'archéologie, que vous et votre équipe avez si bien mérité.
Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette allocution. J'invite Monsieur Laurent Tolbeck à rejoindre Monsieur Nicolas Grimal afin de recevoir son diplôme et sa médaille. Le Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Cino del Duca, doté de 100 000 € est remis au compositeur Georges Benjamin. La parole est à Monsieur Laurent Petit-Girard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Georges Benjamin, compositeur de nationalité anglaise, né en 1960, est une figure majeure dans la vie musicale internationale. Son œuvre reflète sa liberté d'esprit et son indépendance à l'égard de toute chapelle esthétique. Son lien culturel et musical avec la France est important, car parallèlement à ses études de composition en Angleterre avec le compositeur allemand Peter Gellhorn, il a eu la grande chance de bénéficier de l'enseignement d'Olivier Messiaen et pour le piano de celui d'Yvonne Loriot. George Benjamin est un musicien complet, compositeur, chef d'orchestre, pianiste, titulaire depuis 2001 de la chaire de composition Henry Purcell au King's College de Londres. Il s'est imposé très jeune comme un acteur important de la création musicale contemporaine. Dès 1980, il sera à 20 ans le plus jeune compositeur programmé au célèbre Proms de la BBC avec son œuvre Ringed by the Flat Horizon. Son important catalogue va de la musique de chambre à la musique symphonique ou d'ensemble et depuis 2006 à l'opéra. Citons notamment Shadow's Line pour piano, Sudden Time pour grand orchestre, Palimpsest pour grand orchestre, Duel pour piano et orchestre. Et bien sûr, les 3 opéras écrits en collaboration avec le librettiste Martin Krimp. Le premier, Into the Little Hill, créé à l'Opéra Bastille en 2006. Alors, ce court opéra de chambre va bénéficier de plus d'une centaine de productions dans le monde. C'est très rare dans la musique contemporaine, vous savez. Written on Skin, créé sous la direction du compositeur en 2012, qui est donc son second opéra, lors du festival d'Aix-en-Provence, puis repris à Londres, Toulouse, Amsterdam, Munich, Paris et New York. J'ai souhaité vous en montrer un court extrait filmé lors de la création à Aix-en-Provence, avec son interprète préféré, la soprano Barbara Henningham, quite a good choice, hein? Petit vénard, et le contre-ténor Bejin Mehta. Vous allez voir que l'osmose entre ces 2 timbres est fascinante. Et enfin, le 3e opéra de George Benjamin, Lesson in Love and Violence, qui a été créé sous sa direction en 2018 au Royal Opera House de Londres, en coproduction avec les opéras d'Amsterdam, de Hambourg, de Lyon, de Chicago, de Barcelone et de Madrid. Je dois vous dire que pendant le déjeuner, nous avons même appris qu'un 4e opéra est en écriture, qui va être créé l'année prochaine au Festival d'Aix-en-Provence.
Ma consoeur, mes confrères et moi-même avons tout fait pour essayer d'en connaître le sujet, mais Georges est resté inflexible. Il a signé une clause de confidentialité. Il faudra donc aller à Aix-en-Provence pour savoir. Cette écriture vocale est très aérienne et tout en s'inscrivant dans un langage résolument contemporain, elle reste très naturelle et permet à ses interprètes d'exprimer toute leur musicalité. Son langage de créateur est très marqué dans ses fondements premiers par la musique française du XXe siècle et par Olivier Messiaen, qui l'a beaucoup soutenu et guidé. Lorsque l'on voit Georges Benjamin, par exemple, au piano, jouer Eusebius du Carnaval de Schumann et tout de suite enchaîner avec Spell tiré de ses piano figures, on comprend qu'il est très très éloigné du concept de tabula rasa. Georges Benjamin trace une voix indépendante et développe une esthétique et une écriture très personnelle, qui s'apparente également à des compositeurs anglais significatifs du XXe siècle, parmi lesquels Ralph Vaughan Williams et Benjamin Britten. D'ailleurs, à l'instar de Britten, de Pierre Boulez ou aujourd'hui de Peter Edworth, qui a reçu le prix Simone et Cino del Duca en 2015, Georges Benjamin est un chef d'orchestre accompli. Il a de ce fait souvent dirigé la création de ses œuvres avec des orchestres de très grande renommée, Cleveland, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, le Concertgebouw d'Amsterdam, le London Sinfonietta. Simplement, quand il compose, il dirige moins. Qu'il fonde le Meltdown Festival au South Bank, conseille la BBC pour son programme consacré à la musique du XXe siècle, ou collabore avec le festival de Tanglewood, Georges Benjamin garde toujours la même ouverture d'esprit, le même dynamisme doublé d'une insatiable curiosité. Il a bénéficié ces dernières années de rétrospectives importantes à Londres, Tokyo, Bruxelles, Strasbourg, Madrid, Berlin ou Paris. Il a reçu en 2010 le titre de Commander of the British Empire. En 2014, il a été élu compositeur de l'année par Musical America. En 2017, il est fait chevalier sur la liste d'honneur de l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Et en 2018, il est élu membre de l'Académie royale de Suède. Enfin, en 2019, il reçoit le Lion d'or de la Biennale de Venise pour l'ensemble de ses réalisations. Nous sommes heureux de saluer aujourd'hui un créateur imaginatif, généreux et passionné, dont l'œuvre a pris à juste titre une place essentielle dans la musique de notre temps. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel, pour cette allocution. J'invite Monsieur Georges Benjamin à rejoindre Monsieur Laurent Petit-Girard pour recevoir de ses mains son diplôme et sa médaille. Enfin, c'est à moi que revient l'honneur de décerner le dernier grand prix de cette fondation, le prix mondial Cino del Duca, doté de 200 000 €. Le jury a choisi cette année de l'attribuer à l'écrivain japonais Haruki Murakami. Haruki Murakami jouit depuis la publication de son premier roman en 1979 d'une réputation mondiale. Il est traduit en 50 langues et il a reçu de très nombreux prix. Écrire n'était cependant pas sa première vocation. Lecteur acharné depuis l'enfance, il s'est dit d'abord intimidé par l'écriture, préférant s'adonner au jazz et au théâtre. Mais il a très vite reconnu qu'il était écrivain avant tout, que ce serait sa véritable raison d'exister. Ce constat qu'il a qualifié d'épiphanie s'est imposé à lui un beau jour de l'an 1979 alors qu'il regardait un match de baseball. Il avait alors 30 ans. Son premier roman, publié cette même année, Écoute le chant du vent, parut presque aussitôt et le succès fut immédiat. Une génération, la sienne, découvrait un auteur inclassable et toute la suite de l'œuvre va le confirmer. Murakami s'inspire de vies sans relief, sans intérêt, de la banalité du quotidien, mais il y mêle l'étrange, l'irréel, voire le magique. Et il reconnaît cette étrange combinaison. Je le cite. « J'écris des histoires étranges. Je ne sais pas pourquoi j'aime tellement l'étrangeté.
Et pourtant, je suis quelqu'un de très réaliste. Je ne crois pas du tout au New Age, à la réincarnation, aux rêves. Je suis très réaliste. Mais quand j'écris de l'étrange. Et il ajoute, quand j'y pense, tout ce que j'écris s'avère être, peu ou prou, une histoire bizarre. Tous les romans de Murakami confirment son propos. Ils sont caractérisés à la fois par le réalisme, par un côté magique teinté de romantisme avec des éléments surréalistes, et souvent, ils confinent à la science-fiction. Il dira lui-même que son univers est fantastico-onirique. À défaut de citer tous ses romans, car une journée n'y suffirait pas, qu'il me soit permis d'en rappeler deux qui ont lui assuré à l'écrivain un succès mondial. D'abord, Kafka sur le rivage, publié en 2002, roman tenu par les admirateurs de Murakami pour le meilleur et le plus représentatif de ses livres. C'est le récit de deux destins, celui d'un adolescent qui fuit son père et part à la recherche de sa mère, récit où l'on a cru voir ressurgir le mythe d'Oedipe. L'autre héros est un vieil homme, Satoru Nakata, qui a le pouvoir de parler au chat et qui suit un appel céleste. Tout de ce personnage évoque Murakami. Je le cite. « J'ai toujours été intéressé par les gens qui s'écartent, se retirent de la société. Beaucoup de personnages de Kafka lui sont étrangers, et Nakata est leur parfaite représentation. Pourquoi ai-je créé un tel personnage? Parce que je l'aime. Je l'aime d'un amour absolu. Et la présence des chats auxquels s'adresse Nakata, ce sont ses interlocuteurs préférés, renvoie aussi à Murakami. J'étais, a-t-il écrit, enfant unique, solitaire, inquiet, et j'avais surtout des conversations avec les chats de notre maison. Et l'on retrouve ces chats compagnons de l'enfance dans beaucoup de ses romans, où ils ont le statut de personnages réels. Autre best-seller de Murakami paru en 2009 et vendu dès les premières semaines à plus d'1 million d'exemplaires, 1Q84. Ce titre étrange renvoie évidemment à Orwell et à son roman 1984, et tout japonais le comprend d'emblée, car la lettre Q est homophone du chiffre 9 en japonais. L'action du roman se situe en 1984 dans un monde indéfinissable où il n'y a pas de Big Brother. Mais deux professeurs, l'un d'arts martiaux, l'autre de mathématiques, s'y font face et la réalité qui les entoure est différente de celle que voit le commun des mortels. Ils croisent des êtres maléfiques qu'on appelle Little People, à l'opposé de Big Brother, qui pénètrent dans la conscience des habitants sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Aomame, la femme qui enseigne les arts martiaux, aime depuis l'enfance l'autre héros, le mathématicien Tengo, et cet amour est le fil rouge du roman. Mais surtout, elle découvre, alors qu'elle descend un mystérieux escalier, qu'elle est passée de 1984 à 1Q84. Et tout le temps du roman, elle lit, comme Murakami, elle lit Tchekhov et Proust, elle s'interroge avec eux sur le temps. C'est un roman déroutant, qui a une suite, 2 volumes publiés en 2009 et 2010. Et dans la vie et l'œuvre de Murakami, il faut signaler que la musique tient une très grande place. Dans 1Q84, l'entrée dans la réalité fantasmée est accompagnée par la sinfoniette de Janáček, que l'on retrouve tout au long du roman. Murakami a aussi consacré beaucoup de temps à relater des tragédies qui l'ont marqué. Les plus terribles ont été le séisme de Kobe et surtout l'attentat perpétré dans le métro de Tokyo par une secte. 2 volumes y sont consacrés, Underground, publié en 1997, et un recueil de nouvelles paru en 2000. Après le tremblement de terre, Underground a été le fruit d'une enquête méticuleuse faite par Murakami sur les origines de l'attentat, sur ses conséquences. Murakami, là, est un détective, autant qu'un témoin et qu'un mémorialiste. Et la fresque qui en résulte témoigne de la diversité de ses dons, qui sont tous éclatants. Il tient le lecteur en haleine durant 500 pages dans un pur roman. Il le fait tout autant quand il fait véritablement le récit d'une enquête qui est réalisée en détail. Et Murakami passionne son lecteur en le promenant toujours dans un monde à la fois réel et fantasmé. On ne peut pas oublier la description de Tokyo, qui est le paradis à la fois de la cybernétique et des punks, une cité kafkaïenne qu'il raconte dans La fin des temps.
Son œuvre combine ses fantasmes, son observation du monde, ses souvenirs, ses passions, le jazz, la musique, et plus généralement, ses lectures. Chaque livre de Murakami surprend et propose au lecteur un univers nouveau, toujours déconcertant, toujours étrange, car il est peuplé de personnages d'une étonnante banalité et d'un monde fantasmé, un monde dystopique. Le jury du prix mondial Sino del Duca ne pouvait manquer de saluer Murakami, même s'il est promis, si l'on en croit la rumeur à brève échéance, au prix Nobel. Malheureusement, M. Haruki Murakami n'a pas pu venir en France pour recevoir son prix. Il a adressé au jury un message très émouvant. J'appelle donc son éditrice, Mme Caroline Ast, à me rejoindre afin de recevoir le diplôme et la médaille de M. Haruki Murakami. Avant de clore cette séance, qu'il me soit permis d'adresser, au nom de l'Institut de France et des 5 académies, nos remerciements à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, d'exprimer aussi notre gratitude immense aux mécènes et aux fondateurs qui nous ont accordé leur confiance, et surtout de redire aux lauréats nos très sincères félicitations pour les travaux exceptionnels et les actions qu'ils réalisent au profit de tous leurs semblables et de toutes les causes humaines. Retrouvons-nous maintenant à leur côté dans les salons de la Cour d'honneur pour une réception en leur honneur qui est destinée à les fêter. La séance est levée.